sur ce compte rendu? Non, les abstentions. Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, ça concerne donc une délibération annuelle qui consiste notamment à pouvoir engager d'ici le vote du budget 25% du budget 2024. L'idée étant effectivement pas forcément d'engager 25%, mais surtout si on rencontre effectivement une difficulté particulière, on soit en mesure de pouvoir faire face à une dépense effectivement imprévue. De mémoire, le budget, on l'a prévu début avril, donc il se passe 3 mois, donc il nous faut effectivement pouvoir bien évidemment faire face, le cas échéant, à une dépense qui serait imprévue. Donc c'est la raison pour laquelle donc, on vous propose eh bien, on prend les enveloppes budgétées en 2024, on prend bien sûr les restes à réaliser 2023 et on donc définit les crédits disponibles en début d'année en multipliant par 25%. Voilà, c'est la règle habituelle. Et donc vous avez effectivement ce détail dans le tableau qui vous a été présenté sur la note et qui vous est présenté maintenant. Beaucoup de chiffres, mais bon, la règle, vous la connaissez. Donc on fait la même chose pour les budgets annexes, pour l'assainissement, on applique les 25%. Encore une fois, c'est surtout pour se rassurer, puisque effectivement, encore une fois, si on rencontrait une situation, si on ne fait pas ça, eh bien, on n'aurait plus de crédit disponible, si ce n'est les restes à réaliser des projets en cours, bien évidemment, mais on ne serait pas en mesure de solliciter des crédits nouveaux. Donc on fait pareil pour l'assainissement, le budget annexe station-service également. Bon, le budget annexe station-service, il y a peu d'investissement. Et enfin, le budget annexe commerce. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, donc le prêt pour le financement des travaux d'aménagement de la salle polyvalente Jean Baudou et de locaux administratifs de la mairie de Valoperche. Donc on a attendu cette fin d'année parce que d'une, on n'a pas, les travaux ont commencé, mais on prend aujourd'hui sur notre trésorerie pour payer ces travaux et on attendait la fin de l'année pour effectivement obtenir les taux les plus intéressants. Bon, en sachant qu'on cible l'opération salle polyvalente locaux administratifs, mais globalement, c'est pour effectivement, je dirais, alléger notre trésorerie. Donc le projet est d'emprunter 900 000 euros, voilà, qui permettront. Donc je vous rappelle qu'au budget, on avait prévu 700 000 euros. C'est pas que effectivement la somme a augmenté, c'est plutôt effectivement qu'on a une autre opération qui va arriver, qui va, je dirais, solliciter notre trésorerie, c'est la rénovation du quartier de la Taille. Et donc l'idée étant de pouvoir emprunter, peut-être qu'on n'aura pas forcément besoin de recourir à l'emprunt sur 2025 pour le quartier de la Taille, mais peut-être en 2026. C'est la raison pour laquelle on ne se limite pas simplement à l'opération salle polyvalente et mairie, mais effectivement plus globalement on soulage effectivement notre trésorerie. Je vous rappelle que par exemple la vidéoprotection en investissement, on ne va pas faire d'emprunt, on prend effectivement sur nos ressources propres. Mais globalement, le besoin pour être bien effectivement en 2025 serait de 900 000 euros. Donc dans ce cadre-là, on a sollicité plusieurs établissements bancaires, comme on le fait d'habitude, la Caisse d'État, le Crédit Mutuel, la Banque des Territoires, la Banque Postale et le Crédit Agricole. Donc on vous a envoyé une note hier sans la proposition du Crédit Agricole, puisqu'on l'a reçue seulement ce matin. Donc ces établissements bancaires nous ont répondu. On a une proposition à 20 ans et une proposition, proposition à 20 ans et une proposition à 25 ans. Donc vous voyez un petit peu les taux, on est sur les taux entre 3,40 et 3,65 pour le plus haut. À titre indicatif, la communauté de communes a validé un emprunt la semaine dernière. On a obtenu 3,26. Voilà. Je crois, de mémoire. Les collègues qui étaient là, je crois que c'est 3,26 qu'on a touché. Enfin, qu'on a topé plutôt d'ailleurs. Donc voilà, donc caisse d'épargne, vous voyez un taux à 3,55 et 3,65 pour 25 ans.
Le Crédit Mutuel, un taux à 3,58 pour 20 ans, 3,63 pour 25 ans. La Banque des Territoires nous propose donc un emprunt uniquement sur 25 ans à 3,47 en taux fixe et à 3,40 donc indexé sur le livret A. La Banque Postale nous propose un taux à 3,41% sur 20 ans et 3,39% sur 25 ans. Et enfin, le Crédit Agricole nous propose uniquement sur un délai donc de 20 ans un emprunt à 3,46%. Voilà. Donc on vous a mis en jaune les propositions qui sont les moins disantes, à savoir la proposition de la Banque Postale sur 20 ans, sur la base de 3,41%, et sur 25 ans, la proposition de la Banque des Territoires pour un taux indexé sur le livret A. Alors il se trouve que je pense qu'on aurait eu une démarche un peu différente si le taux livret A n'était pas à 3%. Si par exemple on avait analysé ces propositions il y a 2 ou 3 ans, quand le livret A effectivement était bien plus faible, forcément on aurait eu effectivement une autre vision. Là, on est effectivement à 3%, on est au max. Les perspectives d'évolution du taux de livret A, vous l'avez peut-être peu entendu, on est plutôt effectivement sur un abaissement sur 2025 à 2,5, voire 2 effectivement en fin d'année. Donc bon, après consultation, alors vous savez quand on sollicite des offres, on sollicite également notre CDL, notre conseiller aux décideurs locaux, qui dépend de la DGFiP. J'en ai discuté avec elle tout à l'heure. Assez naturellement, la proposition, ce serait d'aller sur 25 ans. Donc sur donc le taux indexé livret A Banque des Territoires. Alors pourquoi on arrive à avoir aussi cet emprunt? C'est que nos travaux, notamment à la mairie et à la salle polyvalente, concernent des travaux de rénovation énergétique. Et cet emprunt-là, en tout cas cette offre, elle est conditionnée à donc une économie d'énergie à minima de 30%. Voilà. Donc nous, les travaux qui sont réalisés donc, vont permettre de faire un gain de 31% environ. Donc on rentre dans les clous pour effectivement bénéficier de cet emprunt Banque des Territoires. Sinon, c'est pour ça qu'en fait, ils nous ont fait 2 offres en fait. Soit on rentrait dans les clous et on pouvait bénéficier donc, du taux indexé sur le livret A, soit effectivement on n'entrait pas dans les clous et là ils nous proposaient donc, cette offre sur la base de 3,47% en taux fixe. Voilà cette proposition, cette comparaison. Y a-t-il des questions? Bon, je ne vous cache pas que j'aurais préféré vous proposer des offres avec des taux plus intéressants. Ils ont baissé, on sait que depuis janvier les taux ont baissé, mais en revanche, c'est vrai que le temps où on avait des taux à 2 sont loin derrière nous. Ça reviendra peut-être un jour, en tout cas à ce jour, très clairement on ne peut pas se permettre de rester comme ça 6 mois. Notre trésorerie aujourd'hui, je vous rappelle, aujourd'hui on paie les travaux sur notre trésorerie. Notre trésorerie elle est effectivement tout à fait raisonnable. On est aujourd'hui en trésorerie sur la commune, on est à 500 000 €. Donc voilà, on a plutôt des finances saines, j'ai envie de dire, mais l'idée effectivement aussi est pas trop parce qu'on sait qu'il y a ces travaux qui démarrent aussi de manière plus importante sur le quartier de la Taille. Les travaux qu'on pensait jusque-là, ils sont plutôt financés par le syndicat d'eau, donc ça coûte pas à la commune, mais c'est vrai que les travaux qui commencent d'assainissement dès le mois de janvier, c'est bien sûr effectivement des acomptes qu'il faudra verser tout au long du chantier. Voilà, et donc sur la période 20 ans, 25 ans, là c'est plutôt effectivement dans une optique de dire, on investit durablement là dans du bâtiment, donc comme en 25 ans serait quand même la proposition la plus adaptée pour ne pas trop impacter notre capacité d'autofinancement. Voilà. Pas de remarques là-dessus. Donc la proposition à 25 ans serait donc celle de retenir la banque des Territoires avec un taux indexé sur le livret A. Donc on est aujourd'hui à 3,40.
Hein, c'est 3% plus 0,40% qu'applique la Banque des Territoires. Demain, hein, comme vous l'imaginez, si donc le taux donc du livret A diminue, eh bien forcément ça diminuera d'autant notre taux. C'est 3%, donc c'est le taux d'intérêt du livret A, plus 0,40% qui sont effectivement la fixe. Voilà, donc je mets aux voix donc cette proposition. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Acceptation d'un don des consorts Bernard. Alors, dans le cadre de ma délégation, j'ai la possibilité d'accepter des dons. Voilà, c'est le don suite à un mariage, suite, voilà, on en reçoit quelques-uns, parfois des dons. Hein. Pas assez. Hein. Donc, on rappelle effectivement que, bien sûr, toute personne peut verser des dons. En l'occurrence, là on a donc une proposition de percevoir un don des consorts Bernard. Les Bernard, hein, vous les connaissez puisque c'est un nom dont on a souvent parlé, puisque ce sont des habitants de l'Hermitière notamment, où il y a eu une histoire assez longue hein, de chemin qui est aujourd'hui régularisée. Et donc ces administrés nous font la proposition d'une donation de 2000 €, mais qui la conditionne, hein, c'est-à-dire que cette somme doit être derrière affectée. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on passe en conseil municipal. Sinon, hein, j'ai délégation pour accepter les dons. Hein. Mais à partir du moment où ils sont conditionnés, hein, eh bien, ça fait l'objet d'une délibération. Et puis c'est très bien parce que je pense que ça permet aussi de mettre en avant une donation comme celle-ci. Donc comme on vous précise donc, dans la note, ça doit être affecté à des activités non lucratives et donc plus particulièrement à une ou plusieurs œuvres d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l'environnement naturel. Voilà, donc vous voyez que le champ, hein, le périmètre d'intervention est quand même relativement large. Isoler les fonds dans la comptabilité de la commune jusqu'à leur utilisation complète et bien sûr justifier aux donateurs de leur utilisation de tout ou partie des fonds donnés. Donc ça fait bien sûr l'objet d'un acte notarial et donc c'est la raison pour laquelle donc, il vous est proposé d'accepter ce don et m'autoriser à signer par la suite l'acte qui en découlera. Y a-t-il des remarques sur cette donation? Des interrogations, monsieur Aurel. Ces dons peuvent être affectés à l'utilisation de dons humanitaires. Oui, c'est écrit. Hein, c'est écrit. Ayant un caractère humanitaire. Voilà. Après, le côté humanitaire, il s'entend sans doute à l'échelle, peut-être j'anticipe ta remarque. Le côté humanitaire, je pense effectivement, s'inscrit plus dans un territoire, sur le territoire communal, en tout cas il y a plus de sens. Ouais. Enfin, c'est mon interprétation, mais c'est vrai que pour qu'effectivement ça soit concret aussi pour les donateurs, il faut qu'on soit en mesure d'illustrer par une action concrète sur le territoire. Même si effectivement l'humanitaire au sens large et par rapport à la délibération qui suivra, bien évidemment, effectivement ça a du sens, mais je pense qu'on peut assez largement trouver d'autres actions finançables. Voilà. Oui, c'était une bonne question. D'autres remarques? Questions? Eh bien écoutez, je mets aux voix donc cette proposition, puis on remerciera bien sûr, je remercierai en votre nom monsieur et madame Bernard. Donc je mets aux voix cette proposition de donation donc, pour un montant de 2000 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Liliane, donc concernant, donc c'est le point qu'on ajoute à l'ordre du jour, l'aide d'urgence en soutien aux sinistrés de Mayotte. Alors, suite au passage du cyclone... Suite au passage du cyclone... Non, marche pas. Ça faut allumer. Voilà. Si vous voulez contacter. Alors, suite au passage du cyclone Chido à Mayotte, l'archipel française vit une tragédie exceptionnelle. Quand
comme vous l'avez sûrement tous entendu. Il est proposé d'apporter son soutien par le biais d'un don financier à la protection civile à hauteur de 2 000 € au titre d'urgence, d'aide d'urgence. Donc les crédits nécessaires seraient inscrits au budget principal 2024 par décision modificative numéro 7. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce don à Mayotte? Des réactions sur cette proposition? Alors, je n'ai pas beaucoup suivi l'actualité là, ces 2 derniers jours. Hein, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui règnent autour du bilan humain. Hein, on nous prépare quand même un bilan assez dramatique. Il parle de 31 morts, mais ça va quand même. Ouais. C'est ce que nous disait Jean-Marie hier soir. Voilà, donc modeste contribution qu'on vous propose donc de passer en délibération ce soir, avec donc un versement qui sera fait à la protection civile. Il y a plusieurs associations qui sont positionnées, la Croix-Rouge bien évidemment, mais en fait, dans la mesure où justement les sinistrés espagnols, on avait parlé du fonds interministériel la fois dernière. Vous savez, on a accordé 1 000 € pour les sinistrés espagnols, et finalement, ce fonds interministériel, il n'est pas ouvert pour tous les pays et pour toutes les causes. Donc le FIDECO n'est pas ouvert pour l'Espagne. Donc on a fait le choix effectivement de préciser la Croix-Rouge comme destinataire. C'est la raison pour laquelle ce soir on vous propose effectivement plutôt de verser là pour Mayotte à la protection civile. Voilà, donc je mets au voie cette proposition. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Convention pour la mise en œuvre du dispositif petit déjeuner, donc pour l'année scolaire 2024-2025, et je passe la parole à ma voisine Martine Georges. Donc, comme vous le savez, nous avons signé une première convention en octobre 2021 avec les services de l'éducation nationale concernant un dispositif petit déjeuner qui est d'ailleurs pour réduire les inégalités sociales et alimentaires pour le premier repas de la journée. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de le renouveler. C'est un dispositif qui fonctionne bien, qui a fallu réajuster au fil du temps, parce que entre les enfants qui mangent à la maison, qui ne mangeaient pas ensuite, qui prenaient pas de petit déjeuner, et ceux qui prenaient 2 petits déjeuners, ce qui n'était pas du tout le but de l'opération, vous vous en doutez bien. Donc il a fallu réajuster, mais maintenant je dirais que ce dispositif a trouvé sa voie de croisière. Donc pour vous faire un petit bilan, 17 enfants à Malle prennent le petit déjeuner sur 38 élèves, 35 à la Rouge sur 45 et 61 sur 174 élèves au TEL. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, il vous est proposé de renouveler ce dispositif. C'est pour l'année scolaire en cours, je crois que c'est tous les ans qu'il faut le renouveler. C'est bien ça. Des remarques sur ce dispositif qui fonctionne bien, comme le dit Martine Georges, qui est équilibré finalement sur la participation de l'État. Alors équilibré bien sûr les petits déjeuners, mais financièrement également. Donc voilà, il y a un bon investissement puisque l'État nous reverse 1,30 € par petit déjeuner servi. Pas de remarques sur le sujet. Eh bien écoutez, je mets au voie donc renouvellement de cette convention pour l'année scolaire 2024-2025. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Décision modificative numéro 7, donc concernant notre budget. Donc on va commencer peut-être par l'investissement. Donc on a donc des nouvelles dépenses, mais qui sont plutôt des écritures d'ordre budgétaire, en lien avec les amortissements. Vous savez que sur les amortissements maintenant, il faut amortir le lendemain de l'acquisition. Avant, on amortissait, on prenait en compte le nouveau matériel à compter du 1er janvier de l'année d'après, mais maintenant les règles ont changé. Dès le lendemain de l'acquisition, il faut amortir. D'où ces écritures
de fin d'année. Donc en investissement, donc il faut qu'on prévoit donc une enveloppe donc sur différents comptes qui sont indiqués dans ce tableau, pour un montant, donc pour autres matériels et outillages d'incendie défense civile, 4 746 €, pour du matériel roulant pour un montant de 1 251 €, et les autres immobilisations corporelles, 2 895 €. Ça, c'est la partie dépenses donc d'investissement, et qu'on va équilibrer en recettes par un virement de la section donc de fonctionnement, pour un montant de 8 892 €. Du côté donc de la section de fonctionnement, eh bien, donc on retrouve en dépenses de fonctionnement tout en bas les 8 892 qui ont abondé la section d'investissement. Et en recettes, c'est vraiment une écriture qui s'équilibre, on retrouve la reprise sur amortissement pour le même montant, à savoir 8 892 €. Et donc, dans cette section de fonctionnement, on profite de cette décision modificative pour inscrire la nouvelle dépense qu'on vient de voter, à savoir les 2 000 € pour les sinistrés de Mayotte. Et on va effectivement équilibrer la section en allant chercher 2 000 € dans nos provisions pour un montant de 2 000 €, et ce qui nous permet d'équilibrer donc la section de fonctionnement à 8 892 €. Voilà, cette réserve, elle est avant cette décision modificative. Oui, vous vous rappelez, c'est notre réserve de fonctionnement qui est à 27 604,89 €. Voilà comment on vous propose d'équilibrer cette décision modificative. Y a-t-il des remarques là-dessus? Pas de remarques. Eh bien, écoutez, je mets aux voix cette décision modificative numéro 7. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Bâtiment, choix du prestataire audio-vidéo pour la salle du conseil municipal. Donc, concernant, et puis ensuite on aura le choix des entreprises pour les travaux d'isolation dans les logements communaux. Donc, choix du prestataire audio-vidéo pour la salle du conseil municipal. Cette prestation n'est pas prévue par l'architecte aujourd'hui. Donc, au même titre que le mobilier, etc. Enfin, déjà, il y aura peu de mobilier d'acheter, mais en tout cas, on a décidé que ce type de prestation était soit trop technique pour le mettre effectivement dans l'enveloppe de l'architecte, soit qu'on pouvait le faire nous-mêmes. C'est le cas du mobilier. Parce que je vous rappelle que plus vous ajoutez des choses à l'architecte, et plus il met son pourcentage sur la totalité. Donc, on a mis en concurrence effectivement pour avoir donc des offres différentes. L'Ineotech, pour information, l'Ineotech, c'est une entreprise qui est sur Alençon, qui est notre prestataire informatique, voilà, qu'on connaît bien sur l'informatique. C'est sûrement je dirais notre prestataire principal sur l'informatique. Il nous assure à la fois la maintenance, et puis quand on achète des ordinateurs, on met en concurrence, mais bien souvent, effectivement, il est le mieux positionné. Vidéo, c'est un prestataire qu'on connaît aussi. C'est le prestataire qui nous a mis en place la vidéo donc projection à la salle polyvalente Jean Baudou. Voilà, on en est satisfait. Le matériel, effectivement, est de qualité. Il fonctionne toujours, même si vous vous rappelez que l'an dernier, on a eu une petite peur, puisque au moment des vœux, le micro ne fonctionnait plus. Voilà, ça arrive, il y a des aléas parfois techniques. On verra après les travaux comment ça fonctionne, parce que ça aussi, les travaux, on a vu au cinéma, que le matériel qui est utilisé pendant quelques mois peut montrer quelques signes de faiblesse à la relance. Voilà, donc 2 offres ont été reçues. Alors, le principe de la salle du conseil, c'est donc de remettre en place, bien sûr, une vidéoprojection. Après, j'en discutais avec un autre prestataire cet après-midi sur un autre sujet, et il me disait, tout ce qui est vidéoprojecteur, etc., ça se fait plus beaucoup. Il me disait que maintenant, c'est plutôt les grands écrans de télévision, plutôt que... Alors, je sais pas, pour le coup, moi, j'ai en tête quand même qu'un grand écran avec une vidéoprojection, c'est plutôt plus lisible, surtout quand on est assez éloigné. Mais visiblement, la lecture sur des grands écrans serait tout aussi nette. Voilà, je n'ai pas de recul sur le sujet. En tout cas, la sollicitation qui a été faite à ces 2 prestataires, c'est un écran assez naturellement, un vidéoprojecteur et une sonorisation qui soit avec aussi un mobilier adapté, puisque l'idée c'est d'avoir une sonorisation, notamment avec un petit micro pour 2
participant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de micro qui se balade. Hein, on a un micro effectivement intermédiaire et on prend la parole. Alors effectivement, on est d'accord, hein, le sujet des micros aujourd'hui, il est aussi important pour tout ce qui est visioconférence, hein, quand on a une réunion de visioconférence. Il est aussi important quand on met, comme on a décidé de le faire depuis un an, nos conseils municipaux en ligne. Hein, c'est vrai qu'on s'entend, hein, je parle à Patrick qui juste dit bah, si c'est bon, on m'entend maintenant, parce que c'est vrai qu'effectivement ici on s'entend, hein, mais si on ne prend pas le micro, hein, bien, effectivement en ligne on ne nous entend pas en fait. Hein, donc voilà, et puis également dans l'offre, on verra si on retient l'option, on a mis également, vous savez qu'il y a le sujet toujours de, vous voyez une salle de conseil municipal qui forme un rectangle. Et typiquement, vous voyez l'écran et les gens qui sont sur ce côté ne le voient pas. Voilà. Donc en option, les deux nous ont mis un écran de retour devant. Voilà, comme on voit effectivement en certaines réunions. On verra si on retient aussi l'option. Et également un écran de retour également pour le public. Voilà, c'est un écran de télévision hein, concrètement. Voilà, parce que telle que la configuration est envisagée, le public sera effectivement de côté et verra difficilement finalement l'écran de projection. Voilà, hein, c'est les deux choses qui ont été mises en option, qui sont incluses dans l'offre ici, hein, mais qu'on a la possibilité effectivement de retenir ou non. Donc deux offres, donc l'une de l'Ineotech, donc ça c'est notre prestataire d'Alençon, pour un montant de 70 796 €, en sachant que, vous vous rappelez qu'on récupère la TVA hein, sur les achats de matériel, c'est de l'investissement. Donc soit 84 955 € TTC. Alors, au-delà du matériel, on est d'accord, hein, il faut tout le câblage également. Donc il y a un poste, effectivement, il y a une petite régie. Enfin bon, voilà, il n'y a pas que juste du matériel, hein, il s'occupe de l'ensemble. Hein, c'est autant de prestations qui n'ont pas été prévues dans le cadre des marchés avec l'électricien qui a été retenu pour la mairie. Vidéo nous fait une proposition de son côté à 57 526,70 € hors taxe. Vidéo, c'est Rennes, hein, c'est le prestataire qui nous a fait la salle polyvalente, hein, Jean Baudy. Voilà. Donc, je vous ai dit ça surtout, et puis on avait sollicité un troisième qui n'a pas répondu. Ça, on vous le met sans doute, oui, c'est AZ Diffusion qui n'a pas répondu. Voilà. Donc, les deux prestataires, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, les deux prestataires, on les connaît, hein, ce sont des gens qui sont professionnels avec lesquels on a effectivement plutôt une confiance qui s'est installée. Après, effectivement, au niveau prix, comme vous le voyez, c'est plutôt une différence assez flagrante. D'autant plus que depuis cette note, donc on a demandé effectivement aux uns aux autres si un effort pouvait être fait. Hein, et Vidéo, effectivement, nous a fait une offre donc à 4 000 € en moins. Donc on est à 53 308 €. Voilà. Hein, ils ne sont pas censés savoir quels sont les montants des autres. Voilà. Hein, donc on a surfé un petit peu sur le sujet pour dire écoutez, c'est très serré, merci effectivement de faire vos meilleurs prix, c'est le jeu hein, aussi. Et donc on arrive à un montant de 53 308,98 €. Voilà, donc ça veut dire que l'écart se creuse également entre les deux prestataires. Voilà, pour cette présentation, y a-t-il des questions, des remarques, des suggestions? Alors Jean-Claude n'est pas là, il en aurait sûrement, hein, mais il a vu ses propositions. Pas de questions là-dessus? Donc c'est en confiance qu'on peut vous proposer donc, de retenir la société Vidéo. Donc y a-t-il donc pour un montant qu'on corrigera, hein, non pas de 57 526, hein, mais de 53 308,98 €. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, je vais laisser la parole à Dominique Plessis concernant le choix des entreprises pour les travaux d'isolation dans les logements communaux. Juste introduire et vous rappeler qu'on a fait le choix, selon un plan pluriannuel, de rénover nos logements communaux. Hein, on a 10 logements communaux. L'idée étant effectivement de ne pas les faire tout d'un coup parce qu'on n'a pas les moyens de ça, mais comme tout propriétaire, hein, de pouvoir échelonner la dépense.
Et donc on a fixé des priorités, et donc dans les premiers logements que l'on va faire, donc on a le logement communal de l'Hermitière et les 2 logements donc du Teil, les anciens logements d'instituteurs, qui sont rue de la Taille. Alors, il s'agira de définir, et la commission de travaux devra définir effectivement la suite, et vous dire également que pour ces travaux, on a sollicité également le fonds vert. Le fonds vert, c'est le dispositif de l'État. Je ne sais pas, vraiment très honnêtement, on a déposé le dossier il y a 2 mois peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'argent dans ce fonds vert, mais on a fait quand même effectivement la démarche, donc on verra ce qu'on peut obtenir. Voilà. Dominique. Alors, en ce qui concerne les logements à réhabiliter en termes d'isolation, il y a les 2 logements rue de la Taille, donc 61-62 rue de la Taille, qui vont avoir donc pour le projet, c'est d'isoler par l'extérieur, puisque ce sont des locaux qui peuvent être isolés par l'extérieur, qui consiste à poser des panneaux de 14 cm d'épaisseur sur lesquels sera remis un enduit imitation, enfin c'est un enduit à base de ciment. L'enlèvement tout d'abord de l'ancienne laine de verre qui se trouve dans le grenier, et puis donc la mise en place, donc à la place de cette laine de verre, de l'isolant par laine de verre soufflée. Alors, en ce qui concerne les demandes de devis, donc en ce qui concerne l'enlèvement de la laine de verre, nous n'avons qu'une seule réponse, c'est l'entreprise Bonnet Jérôme qui nous a fait un devis à 900 € pour le retrait de la laine de verre. La pose de la laine de verre soufflée, là encore, il n'y a qu'une seule entreprise pour un devis de 1 550 €. Et ensuite, en ce qui concerne l'isolation des murs par l'extérieur, nous avons reçu 2 devis. Le devis de l'entreprise Rongère pour un montant de 62 896,62 €. Alors là, les chiffres que je vous annonce sont des chiffres hors taxe, parce que nous ne savons pas exactement quel sera le taux de TVA qui nous sera appliqué, si ça sera une TVA à 5,5, si ça sera une TVA à 10 ou une TVA à 20%. Donc ça va dépendre du montage du dossier qui va nous permettre ou pas d'obtenir cette aide liée au taux de TVA diminué dans le cadre de la rénovation. Donc l'entreprise Le Rongère, en termes d'isolation par l'extérieur, 62 896,62 €, et l'isolation par l'extérieur par l'entreprise Le Duc pour un devis de 51 971,27 €. Donc, lors de la réunion entre la commission environnement et la commission travaux de vendredi dernier, nous avons proposé de retenir l'entreprise Le Duc pour un montant de 51 971,27 € hors taxe. Et bien sûr, les 2 autres entreprises pour l'enlèvement et la repose de laine de verre. Ensuite, le logement de l'Hermitière. Le logement de l'Hermitière, lui, ne peut pas être isolé par l'extérieur puisque c'est un bâtiment de l'époque école Jules Ferry, donc avec une typicité particulière qu'on ne peut pas recouvrir. Donc l'isolation se fera obligatoirement par l'intérieur, moins efficace, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Donc là, il n'est pas nécessaire de retirer la laine de verre dans le grenier. Il sera juste reposé de la laine de verre soufflée par-dessus la laine de verre existante. Donc là, dans ce cas-là, là encore, nous n'avons qu'une seule réponse, qu'une proposition de chantier pour un montant de 775 €. Ensuite, nous avions demandé un devis à l'entreprise Incourt pour l'isolation par l'intérieur et le remplacement des portes et fenêtres. Et nous avions un devis à 20 142 € hors taxe. Donc là encore, on est toujours sur le même registre puisqu'on ne sait pas quel taux de TVA nous sera appliqué. Et puis nous avons 2 devis pour l'entreprise Maille Potier pour 7 156,57 € concernant l'isolation et de 3 600,10 € par l'entreprise Manière pour la pose des nouvelles portes et fenêtres. Une particularité concernant l'entreprise Incourt, c'est que nous sommes un peu coincés pour travailler avec eux dans tous les cas parce qu'ils n'ont plus l'homologation RGE, ce qui
ne nous permettra pas, si on prend cette entreprise-là, d'obtenir les subventions possibles. Donc nous avons, bon, en même temps, ce sont des entreprises moins disantes. Donc les deux commissions ont proposé de retenir les entreprises Maille-Potier pour 7 156,57 € hors taxe et l'entreprise Manière pour 3 610 € hors taxe, donc ce qui fait un montant total de 12 176,36 €. Je ne vous ai pas donné le montant précédent sur notre lot, donc le montant total était de 57 364,94 €. J'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci Dominique. Pas de questions. Alors c'est vrai que oui, comme tu disais, la dénomination, enfin le label, RGE est nécessaire, puisque l'idée c'est bien sûr de travailler autant faire se peut avec des artisans locaux, mais la condition c'est que il y ait ce label. Alors à part Isole-toi, Isole-toi qui est une entreprise un peu nationale qui intervient sur un périmètre assez large. Vous connaissez Rongères, vous connaissez le Duc. Maille-Potier, c'est l'entreprise qui intervient donc sur les travaux de la mairie et de la salle. Et puis Jérôme Bonnet, lui c'est plutôt effectivement quelqu'un qui intervient plutôt avec Isole-toi, c'est ça ouais. Et Monsieur Manière, bien sûr, qu'on connaît, puisqu'il intervient sur la salle également, et puis c'est un local. Donc voilà, donc c'est vrai que comment on avait prévu des crédits budgétaires en 2024, ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu trouver des montages un petit peu avec les différentes entreprises. Donc ça veut dire des travaux j'espère à partir du printemps sans doute pour commencer. Et donc la proposition, c'est qu'on valide ces devis là en cette fin d'année, pour que effectivement on puisse solliciter l'enveloppe qui était prévue, et que effectivement dès l'année prochaine on poursuive la démarche. Et encore une fois, la commission de travaux devra déterminer un petit peu l'ordre de priorité avec nos autres logements. Voilà. Bien, écoutez, je mets au voie donc cette proposition. Pour l'Hermitière, donc pour un montant total de rénovation, pour un montant de 11 541,57 € hors taxe, et pour les logements du Teil, pour un montant de 54 421,27 €. Et avec l'espoir d'avoir des subventions. On a relancé la préfecture sur le sujet, on n'a pas de réponse. En tout cas, bon, il y a une limite aussi à l'exercice, vous dire qu'on ne peut pas solliciter n'importe quelle subvention sur le sujet, parce que ce sont des logements. Et à partir du moment où les bâtiments produisent des recettes, c'est le cas, puisqu'il y a des loyers, toutes les subventions ne sont pas possibles pour ce type de dépenses. Voilà, donc je mets au voie. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, l'assainissement collectif. Fixation de la contre-valeur au titre de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées. Alors plus simplement, aujourd'hui, donc l'agence de l'eau est amenée à collecter une redevance. Si vous regardez votre facture d'eau, il y a deux lignes à l'agence de l'eau. Il y a une ligne qui concerne l'eau potable et il y a une ligne qui concerne l'assainissement collectif. Et d'ailleurs, le syndicat, si ce n'est pas bien fait, a dû prendre la même délibération. Et donc, du côté, nous, de l'assainissement, c'est un petit peu le montage qui est un peu différent. Jusque-là, vous savez que nous, on ne fait pas de facturation dans le cadre de l'assainissement. C'est notre délégataire qui fait la facturation. Et dans le cadre de ces factures, il collecte la redevance auprès de chaque usager. Là, et donc ensuite, c'est reversé à l'agence de l'eau. La nouveauté au 1er janvier 2025, c'est que c'est la commune, en tout cas le gestionnaire, qui devra verser la contribution directement à l'agence de l'eau. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle c'est à nous maintenant de définir quel prélèvement on devra faire sur la facture des usagers. Voilà. Tout en sachant qu'il faut qu'on facture au plus près de ce que va nous demander l'agence de l'eau. Voilà. Donc il y avait donc une proposition. Alors c'est quand même assez technique. Je ne sais pas comment tu l'as présenté, Jacques.
Donc la préconisation aujourd'hui, pour vous dire, sur l'assainissement, si vous regardez votre facture 2024, c'est 0,16 € de prélevé par, bien sûr, le nombre de mètres cubes. L'agence de l'eau nous dit, écoutez, pour 2025, comment on va considérer que la performance de vos stations, effectivement, est excellente, et donc c'est la raison pour laquelle on vous propose, effectivement, de minorer le montant 2024 de 50%. C'est-à-dire, concrètement, ils nous proposent de diviser par 2 la contribution. En échangeant un petit peu avec notre assistant maître d'ouvrage, on a quand même une recommandation en disant il ne s'agirait pas effectivement qu'on vous dise vous partez sur un scénario hyper optimiste, alors que votre station, elle n'est pas forcément à 100% performante. Et donc il ne s'agirait pas effectivement qu'en 2025, on se retrouve avec un montant collecté inférieur au montant que l'on va devoir verser à l'agence de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle ce soir on ne vous propose pas les préconisations de l'agence de l'eau, mais plutôt une préconisation prudente en disant on va collecter au moins la somme qui était collectée en 2024. Puisque clairement, si on collecte moins et on nous demande plus, la différence c'est pour notre budget d'assainissement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura une baisse des factures pour l'usager, ce qui est très bien, mais en l'occurrence ça veut dire que ce qu'on gagnera d'un côté, on nous le reprendra de l'autre. Voilà. Donc la proposition ce soir, c'est plutôt de partir sur une facturation à hauteur de 16 centimes d'euros hors taxe par mètre cube, à savoir le montant qui était déjà je dirais facturé aux usagers en 2024. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais je ne vous cache pas que dans la note, on a essayé aussi on peut peut-être descendre un petit peu la note, on a essayé d'être synthétique, mais bon, la note d'explication, elle fait 3 pages, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est un changement de fonctionnement, c'est plus l'usager, l'argent d'usager qui est reversé à l'agence de l'eau via notre gestionnaire, mais c'est directement la commune qui va verser cette contribution. Voilà. Donc c'est un fonctionnement un peu différent. J'ai essayé de comprendre pourquoi ce changement, mais je n'ai pas trouvé vraiment la recette. Donc si ce n'est effectivement que c'est la commune qui prend le risque. Voilà, l'agence de l'eau, effectivement. Oui, si, il y a un point quand même assez évident. Ça veut dire que les impayés. Aujourd'hui, l'agence de l'eau, elle récupère seulement ce qu'a collecté le gestionnaire. Voilà. Donc demain, ils nous factureront sur la base des abonnés, sur le nombre de volume, et donc fatalement, le sujet et le risque impayé, c'est pour la commune, ou demain le syndicat. Donc voilà. Mais bon, il n'y a pas le choix, ça nous est imposé. Donc en tout cas, on reste prudent par rapport à ce montage en vous proposant de maintenir la tarification 2024 en 2025. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Tu l'as fait voter déjà, Jacques? Comment? Au syndicat, tu l'as fait voter déjà? Oui. D'accord. Il n'y a pas eu de questions? Il n'y a pas eu de questions? Bon, très bien. Et vous avez fait voter quoi alors? Le montant minoré ou le montant minoré? Majoré pour les impayés. Ah oui, majoré pour les impayés, ouais. D'accord. Très bien, donc je mets au voie cette proposition. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On arrive à la fin de notre ordre du jour. En gouvernance, vous dire que j'ai pris une décision dans le cadre de mes délégations pour le contrat de location pour la boutique éphémère, donc pour la période du 9 au 15 décembre. Agui nous dira un petit mot sur la boutique éphémère et ce qu'elle deviendra en 2025. Quelques informations diverses. Vous dire que la mairie sera fermée, donc on a lancé une communication, mais je le redis ici en séance, sera fermée le 24 décembre après-midi et le 31 décembre après-midi. Sinon, bien sûr, elle reste ouverte sur les créneaux habituels. Les mairies de proximité sont fermées pendant les fêtes de Noël et les vacances scolaires. Vous dire également, on a diffusé aussi l'info, mais dans le cadre du ramassage
des ordures ménagères, hein, on est en décalage à nouveau, hein, d'un jour. Hein, le ramassage prévu habituellement le jeudi s'effectuera le vendredi. Hein, et puis voilà. Donc à la fois pour bien sûr le 26 décembre comme pour le 2 janvier. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, pour l'instant, moi j'ai donné mes informations. On va faire un petit tour de table, Christian. Oui, donc comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, donc le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février pendant 4 semaines. Donc voilà, tous nos agents recenseurs sont bien recrutés. Oui, vous avez tous vu la photo dans le bulletin. Ils auront une petite carte, c'est ça? Oui, et ils auront une petite carte avec leur photo dessus. C'est présenté. Comme autre petite information aussi, il y aura une collecte de dons du sang le 30 janvier 2025 à la salle Jean Baudou. Voilà. Donc c'est ouvert à tous, bien sûr à tous. Non, il y a l'âge. Alors il faut avoir 70 ans, enfin, la fin de l'année de nos 70 ans. Moins. Oui, moins de 70 ans, oui, j'ai dit plus. Non, il faut avoir 70 ans. Non, oui, moins de 70 ans, voilà. C'est le 31. Le 30 janvier. Et il y a des horaires 15h30, 18h30. Non, c'est sur place. Il y a une inscription sur place avec un médecin qui vous reçoit avant la collecte. Ils sont venus visiter la salle cette semaine, donc tout va bien, tout leur convient. Et en fait, ils viennent même avec la collation. En fait. Comme il y a pas d'association, quelquefois c'est la Croix-Rouge, mais là. Donc, autre chose, le marché de Noël donc, a lieu samedi prochain, avec une inauguration à 11h. Et puis, j'espère qu'on vous verra. Et qui fera bon? Ouais. Faut pas y penser. Donc, voilà. Merci, Eddie. Merci, Liliane. Merci. Un petit point sur le spectacle de Noël, c'était aujourd'hui, donc au cinéma, ce qui est un lieu quand même très privilégié, hein, ça a été très apprécié des petits et des grands. Donc c'était des histoires de personnes du Père Noël, enfin avec la participation des élèves, donc ça a vraiment été très intéressant. Aujourd'hui également le repas. C'est concerné nos 3 écoles. Hein. Oui, c'était pour les 3 écoles, c'est ça. Donc il y avait 3 horaires différents pour arriver à ce que tout le monde soit dans les salles. Et l'histoire débutait, hein, tu nous en dis 2 mots, mais... Alors, le premier spectacle qui était pour les tout petits, c'était la sorcière qui avait volé le costume du Père Noël, vous imaginez bien, l'énigme. Et puis ensuite, c'était Mission Impossible pour les grands, avec le Père Noël toujours, et le changement climatique. Les reines en trop chaud, les petits lutins aussi. Donc il faut faire appel aux elfes. Il y a toute une énigme et une enquête. Et tu es resté à la totalité du spectacle? Oui, je ne vous le dirai pas à la fin. Repas de Noël aussi aujourd'hui. Alors moi je salue le travail de nos cuisiniers parce que tout faire maison, des petits amuse-bouches jusqu'à la bûche, ça a été un bel exploit, avec les difficultés d'effectifs également, puisque ce sont des remplaçants sur certains sites, d'autres personnes qui n'ont pas pu venir, mais vraiment ils ont fait face. Et je suis passée les féliciter de votre part à tous pour leur investissement. Voilà, et puis je me suis laissé dire aussi que le Père Noël passerait demain dans les écoles. C'est un petit lutin qui m'a... Un autre point, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure Sébastien, nous sortons d'une réunion du parc. Donc nous sommes sollicités par le parc pour les plantations de haies. Que vous soyez particulier, agriculteur ou collectivité, vous pouvez faire appel au parc. Il y a une aide de 80%. Oui. Toi qui as beaucoup de terrain. Et donc il y a un accompagnement, un financement, oui, je disais à 80%.
150 mètres, mais on nous a bien dit avec Marie-Armelle, il faut faire la demande. Il faut quand même demander. Mais c'est pas 150 mètres d'un seul tenant. Ça peut être... possible. Non, mais il faut demander. D'accord. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui nous a coincé au niveau de la commune, c'est qu'il fallait 150 mètres d'affilée. Alors ça a peut-être évolué. Hein. Ça avait déjà évolué à l'époque. On avait déjà eu un projet à Mal et on avait pu... au moment de la 150. Et puis, il y a des accompagnements aussi au parc, on parle pas assez souvent, mais il faudrait qu'on en prenne l'habitude, je crois. Bah oui, nos représentants peuvent en parler. Oui, non, voilà, c'est ça. Il y a des aides aussi sur les nichoirs, la pose des nichoirs, enfin, il y a plein d'études qui se font, il y a plein de choses intéressantes. Et le parc peut les aider dans toutes nos activités et nos projets. L'inventaire aussi du patrimoine, aussi, bâti, on peut avoir des aides pour tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Martine. Annie? Alors moi tout d'abord je voudrais remercier toutes les personnes. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont distribué les valisettes, tout particulièrement Isabelle qui a beaucoup donné et Aldi qui en avait vraiment beaucoup aussi. Voilà. Et puis je voulais vous dire aussi qu'on va avoir un petit atelier cuisine gratuit à Saint-Agnan le 29 janvier. C'est une cuisine pour apprendre aux personnes à utiliser tous les restes, à ne pas avoir à ne plus jeter. Voilà. C'est tout pour moi. Donc c'est la suite. Oui, c'est la suite du premier atelier qu'on a eu pendant la semaine bleue. Voilà. Donc il fallait 2 ateliers pour que ce soit intéressant financièrement pour nous. Donc on a fait le deuxième atelier là le 29 janvier. Donc voilà. le 29 janvier, c'est à quelle heure 14h, 16h30. D'accord. Et à Saint-Aignan-sur-Mer. À Saint-Agnan. Et donc il y aura une com là-dessus. Oui, oui. D'accord. Et les inscriptions, c'est moi qui les prendrai. Et voilà. Donc venez nombreux, plus on est nombreux, plus c'est sympathique. Il y a un nombre maximum quand même. Non. 45, 50 quand même. Ah oui, quand même. Bah, c'est la capacité. C'est vrai qu'il y a une grande cuisine à Saint-Aignan. Non, mais ça va le faire. Merci Annie. Vous dire que justement, oui, remercier bien sûr les uns les autres pour la distribution du bulletin municipal, du colis, quand j'ai vu les photos, les coffres chargés. En plus, là, on a dû faire les livraisons à Saint-Aignan-sur-Mer, donc c'est aussi des kilomètres effectivement qui se rajoutent à tout ça. Donc merci effectivement aux uns aux autres pour avoir assuré de manière aussi réactive. Vous dire que avec Annie et puis Isabelle, et des membres du CMJ, on se rend dans les maisons de retraite lundi, comme pour la 3e année. On va voir nos habitants, nos anciens habitants qui sont partis en maison de retraite. Donc on a au total 7 ou 8 maisons de retraite alentour. Je crois que la plus éloignée, ça doit être Bélène, autour du Perche. Et donc on va leur offrir quelques chocolats. Donc on va faire cette tournée lundi soir. Voilà. Bon, malheureusement, on ne peut pas aller partout. On a des habitants qui sont partis un peu loin. Du côté du Mans, de Chartres, mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas. Ça nécessiterait des moyens bien plus importants. Voilà. Merci Annie. Dominique. Je me suis rendu hier soir à la réunion organisée par le préfet sur le contrat pour la réussite de la transition écologique. Donc en fait, pour ce qui est des années 2025 et 2026, il va y avoir un renouvellement, une revalidation de ces contrats, dont, si je ne me trompe pas, un a été signé par la CDC, notre communauté de communes. Sébastien ? Je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir de ça. J'avais cru comprendre ça hier soir dans le cadre de la réunion. Ouais. Donc il y en a eu 12 de signés dans le département de l'Orne. Alors, ce sont des contrats, donc aujourd'hui on ne parle plus de projet, c'est des contrats pour la réussite, c'est vraiment c'est toujours une démarche volontaire de la part des communes et des collectivités, mais c'est fortement, on va dire, poussé par l'État et donc le préfet. Si vous voulez connaître un petit peu de quoi ça retourne, je vous invite à aller voir sur le site de la préfecture. Le titre de la page que vous devez ouvrir, c'est
la feuille de route sur la planification écologique. Et donc, il y a 12, il y a plus que ça, il y a 67 points importants qui ont été mis en évidence. Et donc, une certaine quantité ont été retenues par le département de l'Orne, suite à l'enquête qui avait eu lieu au printemps 2024, à laquelle on avait répondu pour connaître un petit peu ce que nous on ressentait au niveau communal et quels étaient les enjeux. Alors, une chose que le préfet a vraiment souligné hier, alors, entre autres, que les projets qui ont été mis en évidence en route dans le courant de l'année 2024, donc je pensais notamment à nos travaux d'isolation des bâtiments, malgré le fait que nous n'avons pas de budget actuellement au niveau de l'État, ça va être un budget qui a été voté hier soir, un budget d'urgence, il semblerait que tous les projets vont être reconduits avec les financements pour 2025. Donc, d'après le préfet, il n'y a pas à s'inquiéter sur les projets environnementaux, tout ce qui tient à l'environnement. Et il a fortement insisté sur un sujet pour lequel on n'est pas encore vraiment habitué à travailler, enfin, sur une méthode de travail, c'est que la transition écologique et énergétique doit être une vision transversale à tout projet communal ou intercommunal. C'est-à-dire que ce soit en matière d'artificialisation des sols, en matière de construction, en matière de consommation énergétique, en matière de bilan carbone, nous devrions nous mettre à prendre l'habitude sur tous les projets à avoir cette vision en amont du projet, de cette vision environnementale. Donc ça, c'était fortement martelé par le préfet hier soir. Donc voilà, je vous dis, allez voir sur le site de la préfecture et vous verrez un petit peu de quoi ça retombe. C'est une émanation directe de la COP 21. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Loïc, si tu peux passer le micro aux collègues. Allez-y. Donc le local éphémère est pris depuis lundi jusqu'à la fin de l'année 31 décembre par le chocolatier Les Créations Garnier et un artiste aussi qui fait avec de la récupération de couverts, des bijoux, des lampes. C'est très joli, vous pouvez y aller. Donc il sera là jusqu'au 31 décembre. Et puis ensuite, ce local éphémère va passer en bail commercial. On a eu une proposition de notre fleuriste Mathilde, couleur végétale, qui souhaitait changer de local pour recentrer son activité commerciale et rester sur la commune. Et donc, elle souhaite venir dans notre local. Donc, on va signer dans les jours qui viennent un bail commercial. Alors, un bail précaire. Donc c'est un bail d'1 an qui sera renouvelable ensuite en bail commercial. Et donc son local est en ce moment en étude un promoteur, enfin un projet, un monsieur il est en projet sur son local. Pour la reprise de son local commercial. Et se pose la question on en discutait en réunion d'équipe, sur le commerce éphémère. Puisque c'est un vrai outil aujourd'hui, le commerce éphémère, pour attirer des porteurs de projets. Et bien, après avoir reloué dans le cadre d'un bail commercial le logement, le commerce ex-Le Chat, après avoir, là, ça va être le cas dans quelques jours, reloué de manière durable le local UNA, on n'aura plus de dispositif commerce éphémère. Donc, moi, je souhaite que la commission elle travaille un peu sur le sujet. Alors, encore une fois, j'ai en tête que la commune, elle n'a pas vocation, elle n'a pas non plus le temps, elle n'a pas non plus les finances pour racheter un troisième. Mais en revanche, il faut qu'on s'interroge effectivement sur l'intérêt d'avoir un outil. Il faut qu'on voit si éventuellement on pourrait avoir un investisseur, par exemple, qui pourrait comment réaménager ces locaux. Enfin, bon, il faut qu'on voit un petit peu les choses parce que très clairement, quand on réhabilite un local commercial, ça attire plus facilement des porteurs de projets. Et l'intérêt du commerce éphémère, c'est aussi de tester de l'activité. Et moi, je suis convaincu par l'intérêt. Alors, il y a plein de gens qui passent, des gens qui repassent. On a eu le cas, là, au cours des 4 derniers mois, des commerçants
commerçants qui sont revenus plusieurs fois, hein, qui testent leur business, et un business qui plaît aussi. Hein. J'ai en tête notamment, pour ne citer qu'elle, donc la commerçante qui vendait des vêtements. Voilà, les retours des habitants étaient plutôt très positifs. Hein, donc il faut qu'on voit comment on rebondit. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on pérennise, je dirais, le commerce local. Là, ça bénéficie, ce local, il va bénéficier finalement à notre fleuriste. Hein, et on va être heureux de l'accueillir. Son local, effectivement, derrière, il y a déjà un porteur de projet qui s'intéresse à ce local. Mais derrière, comment on maintient finalement un dispositif qui me semble très intéressant pour, je dirais, accueillir des porteurs de projet. Hein, donc il va falloir qu'en début d'année, on puisse réfléchir sur le sujet. Et je voulais juste aussi préciser que les marchés, je vous l'avais déjà dit à ce moment-là, mais les marchés hebdomadaires de mercredi pendant les fêtes sont avancés au mardi 24 décembre et au mardi 31 décembre. Et tous nos commerçants seront présents sur le marché. À part ceux qui partent en vacances. À part ceux, de toute façon, qu'on aurait changé ou pas, ils ne seraient pas. Et marché de Noël, rien d'autre à ajouter? Eh bien, l'équipe est en route, le service technique et puis la communication, voilà, il n'y a plus qu'à. Normalement, il ne va pas pleuvoir, il va faire beau. Ah bon, tu maintiens Oui, normalement, il ne va pas pleuvoir. Donc, voilà. Il faut venir, il y a beaucoup d'animations et puis beaucoup de belles choses à acheter. Merci Heidi. Isabelle. Je rejoins Sébastien pour vous remercier pour la distribution du bulletin. C'est fait rapidement, mais aussi le comité de rédaction qui participe aussi à la distribution du bulletin. Merci Heidi. On va passer le micro aux collègues de gauche. Jean-Jacques, voilà. Alors. Un petit mot sur les travaux de la salle des fêtes. Je suis allé au point ce matin, donc les travaux avancent bien. Globalement, on a... Dans le micro, là. Globalement, on a à peu près une bonne semaine d'avance par rapport au planning. Et la salle des fêtes donc, a été mise à disposition aujourd'hui pour les préparatifs du marché de Noël de ce week-end. La prochaine étape pour mettre à disposition la salle des fêtes, c'est pour le 24 janvier pour les vœux de la commune de Val-Perche. Et donc après le 24 janvier, la salle elle sera à nouveau opérationnelle et ouverte aux locataires, aux associations, voilà, avec une nouvelle configuration, une nouvelle cuisine, un nouvel accès, des nouveaux sanitaires, beaucoup de choses nouvelles. Donc venez le 24 janvier, ce ne sera pas l'inauguration de la salle, mais en tout cas on aura une vision au marché de Noël, vous verrez, j'ai un petit aperçu au marché de Noël. De la salle, ça sera un premier pas. Un petit point à dire, donc les artisans donc, elles font la traite de Noël pendant 2 semaines, comme on l'a fait. Quoi dire de plus non, rien de plus. Un projet qui avance bon pas. Très bien. Je remercie d'ailleurs effectivement la commission, Jean-Claude Gamon qui n'est pas là ce soir, mais les collègues aussi qui suivent attentivement ce projet. Merci Alain. Jean-Jacques. Un point sur les travaux du passage à niveau 64. Donc, les travaux de voirie sont faits. Il ne reste plus que le passage piéton à matérialiser. Pour l'instant, on se sert des anciens. Et dès qu'on peut que les conditions climatiques sont bonnes, on fera la peinture. Peut-être un point sur les illuminations pour remercier nos services techniques et puis les gens de l'ombre qui ont travaillé à la mise en place. C'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on loue des nacelles, il faut vraiment mettre le paquet pendant une semaine parce qu'en plus les entreprises qui ont des nacelles, ils ont réduit leur parc un petit peu, donc les créneaux sont assez serrés. Donc ils ont fait le maximum pour pouvoir utiliser ce matériel quand on l'avait pendant une semaine. Donc on a eu quelques petites pannes, mais bon, on a eu du vent, on a eu de l'eau, et voilà, ça s'arrête. Merci aux services techniques et puis à tous ceux qui ont...
Merci Jean-Jacques. J'avais 2-3 infos à rajouter avant de passer aux questions diverses. Comment sur le je reprends mes notes. Et je sais plus. Ah oui, voilà. Vous donner quelques infos concernant notamment le concours d'architecture pour l'école André Barbet. Vous savez que la communauté de communes pilote ce projet. Comment on travaille, la communauté de communes travaille avec un assistant maître d'ouvrage qui notamment organise un concours d'architecture, comme il est fortement conseillé, voire obligatoire, à partir du moment où il dépasse une certaine enveloppe budgétaire. En septembre, le jury avait retenu 3 architectes pour travailler dans le cadre de ce concours. Le principe du concours d'architectes, c'est que les architectes retenus travaillent donc sur une esquisse. Et donc les esquisses ont été présentées au jury il y a quelques jours, en début de semaine. Voilà. Et voilà, c'était des projets, sans les dévoiler, des projets assez différents. Pour Martine, tu étais à mes côtés. Donc des projets très différents et dans les critères, notamment, on prenait en compte l'intégration du projet dans l'environnement, pour voir si les bâtiments proposés, je dirais, pourraient bien s'intégrer en lieu et place de l'actuelle école. Il y avait effectivement des éléments, bien sûr, en termes de matériaux utilisés, notamment pour tout ce qui concerne l'énergie, les modes de chauffage. Mais le mode de chauffage, chacun a proposé, mais nous, on est plutôt, comme vous le savez, sur une étude d'une chaudière bois à l'échelle de l'école, de la résidence, de nos 2 logements communaux et puis du pôle de santé. Donc voilà, donc dans les projets, oui, des projets très différents. C'est anonyme, tous les projets, donc il y avait le bleu, le violet, l'orange, et puis on a raisonné comme ça, voilà, jusqu'au conseil communautaire de janvier qui devra valider la proposition du jury. D'ailleurs, Jacques était aussi avec nous. Donc dans le jury. Donc voilà, le projet qui éventuellement serait retenu, il y a des choses un peu à revoir. Voilà. Notamment, il y a un point sur lequel, je pense que c'est un point sur lequel on doit être vigilant, c'est le sujet notamment de la restauration. Dans le projet tel qu'on l'a pensé avec l'architecte, on aurait plutôt une restauration accessible depuis l'impasse de la taille. Parce qu'aujourd'hui, on a un mélange des genres entre l'accès livraison et l'accès élève, avec des contraintes horaires pour les fournisseurs qui ne sont pas toujours respectées, globalement qui sont respectées, mais ça pose un problème de sécurité. Donc ce sujet-là, on pourrait le régler par un accès livraison depuis l'impasse de la taille, par exemple. Le projet qui pourra être retenu, lui, il a maintenu quand même cet accès-là. Alors, il distingue un peu les 2 accès, mais bon, je pense qu'il faut retravailler un petit peu. Il y a le sujet, je ne vous cache pas, du sol aussi. Notamment, un des candidats nous propose quelque chose de plein pied, sauf effectivement, qui veut dire plein pied depuis l'avenue des Loges. Vous imaginez, ça veut dire qu'on creuse beaucoup. Et quand on creuse, l'idée étant de ne pas fragiliser au-dessus. Je rappelle qu'au-dessus, on a quand même des sujets importants de fissures, entre autres sur le pôle de santé, mais également sur les logements sociaux, qui, pour 2 voire 3 d'entre eux, aujourd'hui ne sont pas reloués et dont on envisage la démolition. Donc voilà, il y a des éléments quand même qui seront à retravailler avec l'architecte qui sera retenu. Donc ça, c'est la première information. Vous dire également que dans le cadre de l'aménagement des extérieurs, parvis, presbytère, jusqu'au canal, le cabinet qu'on avait auditionné en novembre continue son travail. Donc là, sur toute la zone, l'objectif étant d'avoir un parvis de salle, bien évidemment, mais aussi un aménagement un peu cohérent avec le presbytère, et puis de permettre demain aux habitants de pouvoir accéder au canal. Voilà, l'objectif étant cela. Je
en maintenant effectivement les espaces, un presbytère bien évidemment, mais voilà, donc le bâtiment toilette publique, ça on l'a déjà dit, bien sûr de démolir ce bâtiment qui aujourd'hui obstrue la vue et de déplacer les toilettes publiques à proximité. Bien sûr, on va maintenir les toilettes publiques, c'est essentiel en centre-ville. Donc voilà, donc, le cabinet, je vous rappelle que le cabinet qui étudie cela le fait gratuitement, en tout cas c'est financé à 100%, puisqu'on est petite ville du demain. Et donc dans ce cadre-là, cette étude est financée à 100%. Et de la même manière, on va sans doute avoir un démarrage d'études sur, alors vous allez dire beaucoup d'études, mais en même temps, il faut qu'on travaille pour nos successeurs, il faut qu'il y ait du travail, effectivement, en tout cas, qui soit prêt, ou en tout cas étudié un petit peu pour le mandat prochain. Et donc, dans les fiches d'actions de Petite Ville de demain, vous vous rappelez qu'on avait l'aménagement du parc de la Pelzinière. Il y a une réflexion à voir, on a acheté quelques parcelles pour envisager effectivement un théâtre de verdure, etc. Donc là aussi, donc on va bénéficier d'une étude 100% financée pour voir un petit peu comment on pourrait aménager tout cela. Qui dit étude, dit derrière, effectivement, bien sûr, pas forcément des marges de travaux, il faut avoir les moyens pour ça, mais on ne peut pas effectivement savoir ce qu'on va faire si à un moment donné, on n'est pas accompagné effectivement pour étudier ce qu'on pourrait y faire. Donc ça, je serai amené à vous donner les informations, mais je pense qu'en février, on pourra avoir une première réunion de travail avec le cabinet et l'État d'ailleurs, puisque l'État a des urbanistes qui pourraient nous accompagner un petit peu sur le sujet. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des vœux, on a parlé des vœux du Teil le vendredi 24 janvier à 18h. Bien sûr qu'on réitère les vœux dans chaque commune historique. D'ailleurs, dans le bulletin municipal, il y avait la petite carte de vœux avec l'ensemble des dates dans les communes historiques. Et puis, on fait bien sûr aussi les vœux aux associations. Ça va être le 23. Voilà, le 23 à 18h. Et ce sera dans quelle salle? Voilà. L'Armitière. D'accord. Voilà. Y a-t-il des questions, messieurs, dames? Jean-Paul, on va te passer le micro. Tu l'as déjà. Ma question, c'est suite à la distribution du bulletin municipal et du bulletin de la CDC. Je voudrais savoir s'il y a une réglementation sur le type de boîte à lettres et sur le positionnement des boîtes à lettres. Parce que il y a certaines maisons, les boîtes à lettres, c'est grand comme une petite enveloppe, on ne peut rien mettre dedans. Et puis donc, ils sont positionnés un peu n'importe où, dans des haies. J'en ai même une au petit côtier où la boîte à lettres, elle est posée par terre. Je ne sais pas si les PTT réclament quelque chose ou pas, mais c'est vraiment anarchique au niveau des boîtes à lettres. J'ai même une boîte à lettres où j'ai une caisse avant. Et voilà, à travers cet exemple, tu as apporté la réponse. C'est-à-dire que comment les personnes n'ont pas d'obligation déjà de mettre des boîtes à lettres. Ils mettent effectivement une boîte à lettres peut-être petite, grande, etc. Le seul risque, c'est que effectivement, si la Poste a déposé effectivement notamment un colis, eh bien effectivement, il n'y aura pas de colis déposé. Voilà. Enfin, moi j'ai quand même un exemple quand j'habitais sur la région parisienne, où j'avais une boîte à lettres, c'était dans ma porte d'entrée. J'ai reçu un courrier comme quoi il fallait mettre une boîte à lettres à l'extérieur qui donnait et au format avec la clé PTT. Ah ouais. Pour étayer Dominique, avec le micro. Pour étayer ce que dit Jean-Paul, même si ça marche, moi j'ai un véhicule qui est un peu long, sur la distribution sur la routière, j'ai 3 chemins de plus de 500 mètres que je suis obligé d'aborder en marche arrière, sinon je ne fais pas demi-tour au bout. C'est-à-dire que les boîtes aux lettres sont à 400-500 mètres du bord de la route, et moi je ne peux pas tourner en bout. Donc c'est marche arrière obligatoire. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. 500 mètres de chemin de marche arrière en fourgon, ça va, j'ai l'habitude, mais c'est pénible. On peut soumettre ce sujet à la Poste. Moi j'ai souvenir que la Poste, alors c'était pas ce mandat-là, mais c'est le mandat précédent, que la Poste écrivait au maire en demandant notamment le rassemblement de certaines boîtes aux lettres, etc. Mais en revanche, effectivement, sur des exemples que tu cites, là, par exemple, la Poste ne nous a jamais interpellé sur le sujet. Et en revanche, effectivement, on constate quand même que comment certaines boîtes aux lettres aussi, ce qui m'étonne vraiment, sont installées sur le domaine privé.
Alors je ne sais pas si c'est le cas effectivement des chemins que vous évoquez, mais en l'occurrence, moi j'avais en tête quand même qu'à minima, la règle c'était en limite de propriété privée publique. Et effectivement, dans certaines configurations, alors la Poste n'a pas forcément le cadastre en tête, bien évidemment, mais il se trouve que dans certaines configurations, le bout du chemin, le chemin il est privé, et la boîte aux lettres, elle est au bout du chemin privé avec une barrière qui. Donc, non, mais on peut soumettre le sujet à la Poste. Dans le micro, Jean-Paul. Oui, moi j'ai des 3 maisons où c'est des petites boîtes à lettres, donc on ne peut absolument pas mettre les bulletins dedans. Il faut les vider et puis mettre le bulletin. Oui, enfin, quand il y a déjà un Est-ce que c'est encore visible, le bulletin de la dernière? Et d'ailleurs, oui, j'en profite parce que ça peut être ça aussi. Vous dire que là, depuis 2 mois, on a commencé donc une étude un peu plus approfondie sur les logements vacants. Donc là, on a interpellé chaque maire délégué pour avoir un peu plus de précision. Et donc l'objectif de cette démarche auprès des propriétaires de logements vacants, c'est de leur envoyer un petit questionnaire pour connaître un petit peu la configuration, le contexte, pour savoir effectivement quels étaient les éléments qui empêchaient je dirais la vente ou la mise en location tout simplement, histoire d'avancer, de connaître un petit peu les problématiques, de pouvoir effectivement les conseiller, le cas échéant, notamment sur certaines aides dont ils peuvent bénéficier. Donc vous dire qu'à ce jour-là, sur les logements en tout cas qu'on va étudier, et je pense que dans la liste qu'on a transmise aux maires délégués, tous les logements n'y sont pas. En tout cas, moi sur le Teil, j'en ai trouvé qui ne sont pas dans la liste. Et la liste, on l'a de la part des services fiscaux. Donc ça veut dire qu'il y a encore des logements qui ne sont pas effectivement qualifiés comme logement vacant de la part des services fiscaux. Donc voilà, le principe étant, on a 79 identifiés. Je pense qu'avec ceux qui ne sont pas identifiés, on peut arriver à une centaine de logements vacants. Alors parfois on a des réponses. Alors soit effectivement il y a des choses qui se passent actuellement, des ventes ou des travaux en cours, et ça on peut y répondre, et donc on ne va même pas envoyer de questionnaire aux propriétaires, soit eh bien, c'est abandonné. Typiquement la maison de Gémage, dont on a parlé la semaine dernière, typiquement là c'est un monsieur propriétaire, on regarde le cadastre, le monsieur effectivement il est décédé depuis 10 ans, ses descendants avec lesquels on a eu contact là nous disent nous effectivement, en plus ils sont très loin, ils sont dans les DOM, et donc ils nous disent qu'ils ne sont pas vendeurs, mais qu'éventuellement ils pourraient entretenir, donc il faut qu'on envoie des photos. Voilà. Donc en tout cas, l'objectif étant vraiment d'avoir un lien un peu plus étroit avec les propriétaires et de voir comment on peut éventuellement déclencher quelque chose, puisque je vous rappelle que l'intérêt des logements vacants, ce serait effectivement d'étoffer un petit peu l'offre de locatif ou d'achat sur notre commune. En tout cas, on va soumettre le sujet des boîtes aux lettres. Ce qui est dommage pour les logements vacants, c'est que la taxe sur les logements vacants ne s'applique pas si les travaux dépassent 25%. Tant qu'il y aura cette. Je vous rappelle qu'on a mis en place la taxe d'habitation sur le logement vacant, mais le dispositif d'exonération est tellement large. Là, tu cites qu'un exemple, mais il y a d'autres exemples. Tu peux prouver, à partir du moment où tu prouves que tu as mis en vente cette maison et qu'il n'y a pas eu d'acquéreur, eh bien effectivement, ça suffit pour être exonéré. Quel que soit le prix, j'ai eu un échange avec les services fiscaux là-dessus, quel que soit le prix, même déraisonnable d'une vente de maison, à partir du moment où tu apportes la preuve que tu l'as mise en vente et qu'elle n'est pas vendue, eh bien ça justifie une exo par exemple. Donc c'est vrai que le dispositif d'exonération est quand même assez simple, il me semble. Bien, d'autres questions avant de clore la séance? C'est pas une question, c'est une information. Philippe, le micro. Non. Non, c'est une information sur une réunion du syndicat des eaux de Nocé où il a été abordé les fameux problèmes de taxes, les modifications des taxes. Et j'ai demandé un complément d'information sur le rendement sur les
des stations. Au dernier conseil, on était tous partis sur des rendements qui avaient baissé au niveau du pompage par rapport à la consommation. Et en fait, la différence ou le problème peut venir que sur une campagne de relevé n'englobe pas forcément tous les abonnés. Donc par rapport au global pompé dans les stations, on arrive toujours à des deltas, des différences. On n'a pas la consommation. On pourrait faire ça en consommation instantanée, ce serait plus juste, mais c'est impossible à faire. Donc les campagnes de relevé sont toujours décalées dans le temps. D'autres choses, on parlait tout à l'heure des impayés, on est en dessous de 2,4%, ce qui est à peu près la moyenne nationale sur le syndicat des eaux de l'OC. Et autre chose, une campagne de pose de débitmètre va être effectuée afin de pouvoir encore mieux fractionner le réseau et mieux le contrôler pour détecter des fuites éventuelles. Voilà. Et Veolia s'est démené pendant la neige pour fournir 2 groupes électrogènes, ce qui a permis de limiter le manque d'eau chez les abonnés. C'était un filet d'eau, certes, mais ils avaient quand même un peu d'eau potable. Non, sinon, il y a toujours la chasse au CVM. Il y a 900 000 euros estimés en investissement et en travaux. Voilà. Sinon, c'était le petit point sur le syndicat des eaux. Merci Philippe. Bien, écoutez, il est 21h29. Je clôt la séance. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je pense que Ali nous a préparé effectivement une petite